Avec une précédente série sur le volleyball intitulée Full Set et arrêtée prématurément côté commercialisation, Abi Umeda revient sur le devant de la scène manga avec Les Enfants de la Baleine, un récit déniché dans une boutique spécialisée dans la vente de scénarios libres qu'elle a totalement réorganisé et designé. Des archives d'un bateau-île tiré du journal de Shakuru, pseudonyme du rédacteur, mais aussi nom du personnage central de l'histoire, un scribe qui nous délivre ses pensées à la première personne comme un roman ou un film autobiographique. C'est un manga qui raconte l'histoire d'un peuple. Ils sont à peu près 500, j'arrondis. Ils sont sur une île faite de boue, de terre et comme un bateau. Ils considèrent leur île un peu comme un bateau et ils voguent dans une mer de sable. Il y a un rapport avec la magie que le bateau avance du coup sur le sable. On se dit mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est pas un bateau, c'est de la terre. Ils nous mettent un peu dans le flou. Je pense qu'il y a un intérêt de garder du suspense pour l'avenir du manga, mais on apprend quand même que c'est en rapport avec la magie des êtres humains qu'il y a sur cette île. Cette magie, elle provient de leur émotion. Ils expliquent que toute personne qui utilise du coup le saima, la magie qu'ils ont, il y a 90% de la population qui l'ont, et ceux qui l'ont par contre ont une espérance de vie beaucoup plus réduite, 30 à 40 ans maximum. Du coup, les sages qui gardent le cap, ce sont les 60 ans et plus de ces 10% de non marqués restants. Mais un jour, Shakuro distingue une île sur l'horizon, un événement rare et d'importance pour collecter des matériaux et s'approvisionner. Une troupe d'explorateurs s'y rend et pour la première fois dans l'histoire de la baleine de Glaise, une survivante est découverte. Lycos, un personnage énigmatique qui va bouleverser les habitudes. On est vraiment dans un monde, dans un univers, donc on commence à rentrer dedans, on s'adapte. Et là, il y a vraiment une fissure, il nous montre un personnage totalement opposé. Et je trouve ça sympa parce que du coup, ça évite le train-train, ça fait vraiment un rebondissement. Une petite intrigue, pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qui se passe. Parce que Lycos, c'est un personnage qui, au début, paraît sans émotion. Et on va apprendre que sur son île, elle n'était pas la seule, qu'elle a enterré tout son peuple. Donc ça veut dire que c'est quand même des actes assez compliqués. Et elle le vit sans aucun problème. Et petit à petit, quand on va explorer l'île avec le héros, on va se rendre compte qu'il y a une créature, c'est le nous. Et cette créature est là, elle est expliquée comme aspireuse d'émotions, justement. Et si le contexte d'une ancienne civilisation humaine effondrée et l'interdiction de montrer ses sentiments font un peu penser à Fahrenheit 451 ou Equilibrium, il est assez facile de s'imaginer l'implication des sentiments dans la création de cet univers désertique post-apocalyptique. Car oui, le thème central de la série tourne autour des émotions réfrénées pour on ne sait quelle raison encore. Là, l'éclairage du manga joue tout son rôle au travers de séquences purement contemplatives, avec un graphisme ciselé et richement détaillé. La force poétique évidente de la série qui rappelle Nausicaa et la vallée du vent sur bien des points, tout en dévoilant son mystère au compte-gouttes. Ils ne doivent pas succomber aux émotions, ils doivent se croiser les doigts quand il y a des problèmes. Mais malgré tout, ils ont des émotions et ils vivent avec. Ils ne doivent juste pas avoir d'émotions négatives parce qu'ils ont peur de l'impact. C'est vrai que des fois, les émotions, du coup, c'est à double tranchant, je trouve, hein. D'un côté, c'est ce qui nous fait vivre à notre manière, c'est ce qui nous rend unique parce que chaque personne réagit différemment à des choses. Et à l'inverse, c'est vrai que c'est aussi ce qui nous fait souffrir du coup. Le meilleur de nous-mêmes et le pire à la fois. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant de jouer sur cette thématique-là, parce qu'on voit le héros qui est empli d'émotions, de bonheur toujours, qui est dans la paix. Et à l'inverse, du coup, Lycos qui est plutôt dans l'averse, qui veut pas d'émotions, qui donne ses émotions à cette créature. Et j'ai l'impression que l'auteur a mis en scène vraiment que plus elle s'éloigne du nous, plus ses émotions reviennent. Ou un peu, c'est comme une drogue, j'ai l'impression, cette créature-là. Et on remarque que plus elle reste du temps loin, plus elle récupère des émotions. Et du coup, elle va pleurer, elle va avoir des sentiments qu'elle avait oubliés elle-même. Mais au milieu de cette traversée onirique, le peuple de Lycos a des prérogatives bien moins utopiques et la confrontation est brutale, sous couvert d'un dessin tout en finesse, d'un thème qui pousse à réfléchir et d'un rythme qui passe de l'utopie à des enjeux guerriers. Les enfants de la baleine, c'est un subtil mélange entre shoujo, shonen et seinen, un fait rare dans l'univers très cadré du manga. D'ailleurs, le titre prépublié depuis 2013 dans le magazine Mystery Bonita, avec pour cible les adolescentes, figurait dans le top 10 du Kono Manga Wasugoi 2015 avec une double distinction, classement filles et garçons. C'est vrai que l'histoire fait un peu penser du coup à un shonen, l'aventure, les amis qui arrivent et tout ça. Mais le tracé, c'est vraiment un mélange pour moi entre un shonen du coup, pour l'histoire et les actions. Mais il y a quand même, je trouve, un peu de shoujo. C'est un shonen beaucoup détaillé, quoi.
C'est innovateur, c'est pas par exemple un One Piece où on va pas voir de fond pour voir par exemple l'action plus rapidement. C'est pas un Death Note ou par exemple un Full Moon, des mangas, enfin, c'est vieux mais des bonnes références, mais c'est pas des mangas comme ça où que par exemple Death Note ça va être que de l'écriture et les personnages. Full Moon ça va être beaucoup de décors, il y a des dessins, c'est un peu un mélange de tout ça je trouve, c'est intéressant. Il y a du shonen mais il y a aussi du shoujo, c'est surprenant de voir des opposés comme ça ensemble. En général, il y a des traits spécifiques, ils disent ah bah ça c'est un garçon, ou lui par exemple ça va être un guerrier, il y a la virilité, ou au contraire les filles, il y a beaucoup d'atouts, ou à l'inverse c'est une jeune fille. Tous les personnages d'habitude sont vraiment stéréotypés, alors que là c'est réaliste, il y a des personnes on les voit donc, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, c'est travaillé, ça donne plus de personnalité aussi je trouve. Et une fois l'immersion graphique assimilée, le schéma scénaristique se complexifie entre aventure et romance, sans cesse en balance avec le poids d'une ambiance intelligemment mise en scène. Fidèle aux multiples niveaux de lecture de ses ouvrages, Glénat signe un titre plus que prometteur sur le thème des émotions, mais aussi de la liberté et d'une réflexion sur les choix de chacun. Des parallèles qui peuvent aussi rappeler les autodafés, les guerres saintes et autres événements marquants de l'histoire dans l'actualité depuis la nuit des temps.